Michel Sapin, notre invité ce matin, ministre du Travail. Michel Sapin, bonjour. Bonjour. Si je vous qualifie de ministre du chômage, oui, c'est ce qu'on dit habituellement. Oui. Vous êtes le ministre du chômage. C'est d'ailleurs ce que l'on dit de tous les ministres du Travail et de l'Emploi depuis maintenant la dernière crise, c'est-à-dire depuis 2008. Bon. Non pas que je porte en soi la responsabilité comme les autres ministres de l'ensemble du chômage, mais puisque je suis en responsabilité, j'en porte aussi ma part de responsabilité. Alors, on parle beaucoup du nini en politique, mais là, on a un nini dans l'emploi, ni inversion de la courbe, ni stabilisation. Quand on regarde les chiffres du chômage du mois de février, Michel Sapin. Les chiffres du chômage de février ne sont pas bons. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire le contraire. Ils sont même mauvais. Si vous souhaitez que je dise qu'ils sont mauvais, je vais vous dire qu'ils sont mauvais. Et je ne vais pas rentrer dans un certain nombre de comparaisons, de débats sur ces chiffres-là, qui sont les chiffres des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Il y a ceux qui sont inscrits parce que c'est nécessaire, par exemple, pour aller jusqu'à la retraite. Cela, il y en a un nombre considérable qui a augmenté. Il y a aussi des radiations. Ça veut dire que les chiffres auraient pu être encore plus mauvais, Michel Sapin, vous le savez. Ils auraient pu être meilleurs. Tout ça, je ne veux pas débattre de ça, parce que d'un mois sur l'autre, c'est pas la question. Ils vont dans la mauvaise direction. Les choses sont claires. Ils vont dans la mauvaise direction. Donc la question est de savoir quels sont les éléments de cette mauvaise direction sur lesquels nous pouvons agir. Quels sont ceux sur lesquels il faut agir avec des politiques de l'emploi? Les politiques de l'emploi, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont au chômage depuis très longtemps? Qu'est-ce qu'on fait pour les plus de 50 ans? Et puis, bien entendu, qu'est-ce que l'on fait pour que l'économie en profondeur, dans ses détails, chez chaque artisan, chez chaque commerçant, dans chaque entreprise, puisse faire en sorte qu'il y ait des emplois supplémentaires pour ceux qui aujourd'hui sont au chômage, ou pour les jeunes qui arrivent aussi sur le marché du travail. Parce que une des raisons pour lesquelles le chômage augmente en France, à l'inverse de ce qui se passe en Allemagne, c'est que nous avons des jeunes, 120 000 à 150 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail, là où l'Allemagne a 120 000 personnes en moins qui arrivent sur le marché du travail. Mais c'est une chance pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est un défi et donc il faut évidemment continuer à agir de manière la plus pertinente pour faire reculer ce chômage. Oui, non mais ça, heureusement. Mais oui, heureusement. Non mais attendez, Michel Sapin, vous êtes extraordinaire. Il faut qu'on continue à agir pour lutter contre la hausse du chômage. J'aime votre heureusement. Parce que parfois peut-être pas vous d'ailleurs, certains me disent mais c'était quand même inconcevable que le président de la République prenne l'engagement de l'inversion de la courbe du chômage. Mais heureusement qu'il a pris cet engagement, pour reprendre vos termes. Parce que l'objectif de tout gouvernement, de droite ou de gauche, chacun avec ses outils, c'est d'endiguer la hausse du chômage qui a explosé à partir de 2008 et de faire en sorte que ensuite cela recule. C'est ça la mobilisation générale. Mais la mobilisation générale, c'est celle du gouvernement, mais c'est aussi... Et Laurent Berger le disait très bien ce matin. Laurent Berger, responsable de la CFDT. C'est aussi la responsabilité de tous, et en particulier des acteurs économiques, et en particulier des entreprises, et en particulier aussi des chefs d'entreprise. C'est-à-dire leur responsabilité. Qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui aux chefs d'entreprise qui va décider de l'embauche de quelqu'un dans une entreprise, ou alors on n'est plus dans notre société. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise ont les moyens d'embaucher? Il faut qu'il en retrouve, parce qu'il y a, c'est-à-dire tout l'enjeu du pacte on va en parler, du pacte de responsabilité. Baisser un certain nombre de cotisations pour retrouver des marges et à partir de là pouvoir embaucher. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi cet état d'esprit. Un état d'esprit aujourd'hui pessimiste sur la France, un état d'esprit non pas seulement des Français, mais parce que le pessimisme n'est pas la bonne manière de faire en sorte que les choses bougent. Mais vous croyez qu'avec une baguette magique, on doit dire il faut être optimiste, c'est formidable, tout va bien. C'est pas avec une baguette magique. Mais je connais tel ou tel chef d'entreprise, tel ou tel artisan qui me dit je pourrais embaucher un de plus aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr de l'avenir. Je ne sais pas ce qui se passera dans 6 mois. Donc je préfère faire attendre mes clients 3 mois ou 6 mois de plus plutôt que d'embaucher quelqu'un. Je prends juste cet exemple-là. Vous le rencontrez autour de vous. Je suis persuadé que nos auditeurs ou téléspectateurs le savent autour d'eux. Eh bien, ceux-là, il faut qu'ils prennent le... Baisser la fiscalité, notamment la fiscalité des PME. C'est très exactement l'enjeu du pacte de responsabilité, puisque vous parliez aussi bien de cotisation, on appelle ça couramment des charges, que de fiscalité. C'est l'enjeu du pacte de responsabilité. Est-ce que vous allez baisser la fiscalité, notamment pour les PME ?
C'est un des enjeux, c'est une des questions. C'est une des questions, mais... Oui, je ne suis pas là... Je vais vous le dire savez pourquoi. très bien. Je ne suis pas là pour répondre précisément à chacune des questions sur ce point, alors que nous sommes en train de... Mais... Bien sûr, mais ce n'est pas mon rôle, en l'occurrence. Oui. Et vous êtes ministre important d'un gouvernement nous avons un travail, aux abois. Nous avons un travail... En difficulté, vous le savez bien. Les abois, on laissera les abois en difficulté. Pour ceux qui aiment la chasse à courre. En difficulté. Nous ne sommes pas dans une chasse à courre. Et les électeurs n'ont pas souhaité, en l'occurrence, lancer une chasse à courre. Ils ont sanctionné dimanche. Ils ont souhaité passer un message. C'est à ce message qu'il faut répondre. Et c'est à ce message relativement précis d'ailleurs qu'il faut répondre. Alors on va être précis. Bien. Donc, mais nous ne sommes pas aux abois, mais nous travaillons à un pacte de responsabilité qui doit être millimétré. Moi, je veux pas des grands mots. Je ne veux pas comme ça dire on va baisser, on va baisser. Alors je veux qu'on dise précisément on va baisser de temps pour telle catégorie d'entreprise. Est-ce que vous allez baisser? Alors, je ne vais pas vous demander de combien, parce que vous allez me dire je ne peux pas. Mais est-ce que vous allez baisser la fiscalité payée par les PME, des PME? La réponse est oui. Cette fiscalité baisser la fiscalité, elle va baisser. Mais ça, c'est très important. La réponse ne peut pas aller plus loin, parce que si vous me demandez de quelle manière nous allons la baisser, c'est l'enjeu du débat d'aujourd'hui. Et j'ajouterais que toutes les organisations patronales ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde s'agissant de dispositions de cette nature. Oui, je sais que le MEDEF n'est pas tout à fait d'accord. Et au sein du MEDEF, il peut y avoir aussi des contradictions. Et oui, les contradictions existent partout, pas seulement dans la sphère politique. Le pacte de responsabilité a été annoncé le 15 janvier, le 24 janvier. Et vous trouvez qu'on a mis le président de la République, c'est ça? Oui. Oui. Non, mais attendez. Alors, il sera présenté quand, ce pacte de responsabilité? Jean-Claude Bourdin. Jean-Jacques Bourdin. Pardon, Jean-Claude Bourdin. Non, c'est pas grave, Michel Sapin, c'est pas grave. C'est le trouble du moment. Non. Nous sommes en train de parler de 30 milliards de baisse de cotisations. Y a-t-il un gouvernement au cours de ces 20 dernières années qui a parlé de 30 milliards de baisse de cotisations? Ça ne se fait pas, pour reprendre votre expression, d'un coup de baguette magique. Nous sommes en train de parler, parce qu'on ne veut pas financer tout cela par des hausses d'impôts. Il y en a eu assez des hausses d'impôts. De droite, vous croyez, comme de gauche. Vous croyez? Il y en a eu assez. Bon. Si je dis aux Français, on va financer tout ça par des hausses d'impôts, ils vont nous donner le même message que celui qu'ils nous ont donné dimanche dernier. Donc il n'y aura pas de hausse d'impôts. Donc on va faire comment? Par des économies. Et vous pensez que les économies, elles se trouvent sous le sabot du cheval? Il faut les chercher 50 milliards d'euros jusqu'à la fin du quinquennat. Il faut les chercher précisément dans des conditions qui ne soient pas défavorables à l'économie et dans des conditions qui ne soient pas défavorables aux plus misérables, aux plus en difficulté en France. Donc c'est pas quelque chose de si simple. Et qu'on mette 3 mois pour mettre au point un plan de baisse de cotisation de 30 milliards et un plan d'économie de 50 milliards, vous trouvez que c'est beaucoup? Alors quand? Personne ne l'a fait jusqu'à présent. C'est normal qu'on travaille un petit peu sur ce sujet-là. Eh bien, je pense, je suis sûr même, puisque le président de la République l'a lui-même annoncé, que ça fait partie de ce qui sera dit au cours du mois d'avril. Non pas parce que nous serons après un deuxième tour, c'est-à-dire après le second tour, dans la première quinzaine d'avril. C'est pas parce que nous sommes après le second tour, mais c'est parce que c'est le calendrier qui avait été annoncé par le président de la République. Après le second tour, dans la première quinzaine d'avril. Après le second tour, à la date qu'il choisira, le président de la République, et à partir du moment où l'ensemble du dispositif sera précisé. Il est pas loin d'être abouti, ce dispositif-là. Si je vous écoute bien, Michel Sapin, vous ne changerez pas de politique. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on met dans le terme changer de politique? Non, votre politique, c'est quoi? Le président de la République l'a dit lui-même. Le cœur de notre politique, c'est le pacte de responsabilité. Vous êtes d'accord? Jean-Jacques Bourdin. Non. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas le pacte de responsabilité contre lequel les Français hier se sont exprimés, ou dimanche se sont exprimés. Ils se sont exprimés contre la situation. Vous savez contre quoi? Je vais résumer. Ils se sont exprimés. Attendez, Michel Sapin. Depuis 2 ans, votre politique est illisible. Vous ne faites pas reculer le chômage. Vous avez supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires. Vous avez repoussé de 6 mois la revalorisation des petites retraites. Depuis le 15 janvier, vous nous parlez de ce pacte de responsabilité. Donc, le cœur de votre politique. C'est bien ce que je vous dis. De votre politique. C'est bien ce que je vous dis. Oui. Ils ne se sont pas exprimés. La liste que vous venez de décrire, qui peut être d'ailleurs juste pour certaines de ces dispositions. Oui, qui est juste. On la conteste pas, on peut la contester sur tel ou tel point, mais pas sur tous. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ce dont nous parlons aujourd'hui, de ce pacte de responsabilité, c'est ce que nous voulons construire
maintenant, qui est dans la poursuite de la politique de compétitivité, etc. Non, mais bien. D'accord. Donc ils ne se sont pas exprimés contre ça. Nous n'allons pas changer cette direction-là. Quand vous disiez, est-ce que vous allez changer de politique? Vous gardez le cap. Ça, c'est le cap. Ça, c'est le cap. Vous gardez le cap. Est-ce qu'il y a des éléments qui doivent changer par ailleurs? Ce matin, nous gardons le cap. Mais oui, la question du cap me pose aucun problème. Le cap, c'est quoi? C'est redonner de la compétitivité aux entreprises pour leur permettre de créer des emplois et lutter contre le chômage. Oui. On va abandonner ce cap-là. Parce que je vois Cécile Duflot qui dit il faut infléchir. Parce que je vois Cécile Duflot infléchir la ligne gouvernementale. Mais infléchir, est-ce changer de cap? Est-ce qu'infléchir, c'est changer de cap? Mais vous allez infléchir. Est-ce que quand on veut aller à tel endroit, vous allez infléchir, on prend légèrement sur le côté, infléchir, on a changé de cap? Vous allez infléchir un peu la politique. Pour aller mieux encore à l'endroit où nous voulons aller. Quand on parle d'infléchissement, parce que je sais, et je vous ai vu d'ailleurs avec le ministre de l'Agriculture mardi matin. Oui, Monsieur Le Foll. Il a raison totalement de dire que c'est pas les zigzags qui permettent d'avancer. Sinon les Français n'y comprendraient rien. Déjà qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. Ils nous sanctionneraient une deuxième, une troisième, une quatrième fois, et jusqu'au bout, s'ils nous voient tout le temps zigzaguer. Donc le cap, il faut le maintenir. Mais est-ce qu'on ne doit pas entendre le message? Il faut entendre le message. Oui, c'est ce qu'a dit le président de la République. Il a dit le gouvernement doit entendre les Français quand ils s'expriment, et même d'ailleurs quand ils s'abstiennent de le faire. Mais bien sûr, c'est exactement ce qu'il a dit. Oui. Alors, vous ne les entendez pas, les Français. Si, au contraire, on est en train justement de les écouter. Après la question qui est posée. Le gouvernement doit entendre. La question, c'est entendre quoi et pour faire quoi. Et donc, j'essaye de vous dire, non pas ce que nous entendons, on ne nous demande pas changer de cap au sens cesser de faire en sorte que l'économie aille mieux. On essaie de faire en sorte que l'économie aille mieux. Cesser de lutter contre le chômage. On lutte contre le chômage. Ce que les gens veulent, c'est de l'efficacité, du résultat. Et ils veulent peut-être aussi une manière. Le président de la République hier parlait de plus de force, plus de cohérence. Il employait d'ailleurs. Vous manquez de force et de cohérence dans ce gouvernement. Demander plus, c'est pas forcément en manquer aujourd'hui, mais ça n'en avoir pas suffisamment pour aller au bout du dispositif. Pardon, Michel Sapin, pour aller au bout des résultats. Et il a repris aussi un terme que vous-même utilisez en disant il faut aller plus rapidement. Plus rapidement. C'est pas simple. Il y a un Parlement. Il faut bien qu'il délibère. Il faut bien qu'il délibère, le Parlement. Mais même par ordonnance, il faut faire voter une loi d'habilitation. C'est des techniques que les uns et les autres ne connaissent pas, mais il faut 3 mois pour faire voter une loi d'habilitation. Il faut la rédiger. Donc il faut du temps, quoi. Il faut aller plus rapidement, vous dites ce matin, de manière plus cohérente, plus rapide, plus forte. Voilà ce que nous devons faire dans les semaines qui viennent. Bien. Le président de la République était en 2008 dans l'opposition. François Hollande est dans l'opposition. Vous en 2008, vous étiez très heureux parce que vous aviez gagné les municipales. Vous vous souvenez de cette époque? Mais c'est très bien de faire cette comparaison. Et je vois d'ailleurs où vous allez en venir. Mais oui, parce que le président de la République d'aujourd'hui disait alors, le premier remaniement que Nicolas Sarkozy devrait faire, c'est le remaniement de lui-même. Ce qui m'amuse, c'est pour ça que j'ai le sourire dans une période qui est difficile, c'est que je lisais Monsieur Fillon ce matin, qui était le Premier ministre de l'époque, peut-être sans s'en rendre compte, reprendre exactement la même expression. Comme quoi, vous voyez, quand on est dans l'opposition, parfois on a un peu les mêmes tics de langage qui pour autant n'apporte pas une solution. Nous sommes au pouvoir. Le remaniement, c'est pas une solution. Et le jeu de mots sur c'est pas le remaniement mais le remaniement c'est pas une solution, Michel Sapin. Le remaniement, ça peut être un outil, ça n'est pas en soi un objectif, ça n'est pas une politique, c'est un outil, et ça ne suffit jamais. Et c'est un outil au service de François Hollande. C'est des outils institutionnels importants qu'il vous arrive parfois les uns ou les autres de réclamer, sur lesquels il vous arrive aussi de gloser les uns ou les autres pour savoir si ce sera machine, un autre ou une autre. Bien, non, ce qui compte, c'est le cap. C'est qu'il y a un navire qui tangue, un navire en difficulté, mais avec un équipage soudé, et je reprends ce terme de la cohérence et de la force. Est-ce que François Hollande va prendre la parole? Quand? Je ne sais pas quand, je vous pose la question. Non, mais quand on pose cette question, on pose la question... Vous demandez quand et pour dire quoi, vous voyez? Est-ce que c'est avant le deuxième tour? La réponse est non. Il n'appartient pas à un président de la République de prendre position entre 2 tours. Il appartient aux électeurs de prendre position entre ces 2 tours. Et de faire en sorte que le deuxième tour, de mon point de vue... permettent d'éviter qu'il y ait des retours de maires de droite qui n'avaient pourtant pas mené des politiques satisfaisantes par le passé,
permettent évidemment d'éviter qu'il y ait des maires Front National à la tête d'un certain nombre de villes qui, par ailleurs, sont en très grande difficulté. Pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, elles ne seraient pas en très grande difficulté. Elles n'auraient pas porté ainsi ce cri de colère avec un vote souvent important. Par le PS. Et quand on se souvient de ce qu'a été le bilan des maires Front National dans un certain nombre de villes françaises, je pense qu'on pourrait en avoir peur et qui permettrait un rassemblement. Donc dimanche prochain, il faut qu'il y ait une correction au bon sens du terme, qu'il y ait une correction qui rééquilibre les choses. C'est mon sentiment. C'est pas aujourd'hui donc le temps pour la prise de parole du président de la République. Après, évidemment, ce sera le temps de la prise de parole du président de la République. Il prendra la parole. Vous m'interrogez sur le cap. Je vous décris le cap, mais c'est pas moi qui fixe le cap. Il prendra la parole pour rappeler le cap. Fixer le cap. Il prendra et c'est à lui de fixer les conditions dans lesquelles l'équipage il le fera. Vous confirmez ce matin, il le fera. Il le fera, évidemment. Bon, alors, il va prendre la parole pour confirmer le cap avec la même équipe. Pas forcément, mais pas forcément non plus en sens inverse. Oui. Avec le même Premier ministre. Même question, c'est lui qui décidera. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut garder Jean-Marc Ayrault? Je reprends les termes que vous avez vous-même utilisés. Allez-y. C'est pas la question. Mais c'est pas la question. Mais pourtant, c'est une question. C'est une question. Mais je reprends les termes, vos termes. Vous m'avez vous-même dit. Sur le remaniement. C'est pas la question. Le remaniement, c'est pas la question du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, c'est quel Premier ministre adapté à quel type de politique et avec dans quelles conditions. Comment c'est la politique que vous allez conduire? Le même cap, avec quelques inflexions. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Et en écoutant un certain nombre de choses. Il faut un Premier ministre qui applique cette politique. On est bien d'accord. Non seulement l'applique, mais la mette en œuvre. La mette en œuvre. On n'est pas là simplement aux ordres, on est des acteurs. Alors, pour l'instant, on a un Premier ministre qui la met en œuvre, cette politique. Absolument. Pour l'instant, il y a un Premier ministre qui met en œuvre cette politique. C'est une des bonnes questions qui peut se poser. Pourquoi en changer? Elle se pose au président de la République. Oui, bah ça j'imagine. Un petit ministre de ce gouvernement. Un petit ministre qui pourrait être Premier ministre, c'est ce qu'on dit. Non, ça c'est ce que vous dites, mais non, ne compliquez pas encore. Ce que je dis, je ne compliquez pas encore un peu plus les choses. La classe politique. Alors je vais vous dire tout de suite. De toute façon, j'ai entendu déjà Cécile Duflot qui a fait son choix, puisqu'elle dit, moi, si Manuel Valls est nommé Premier ministre, hop, je quitte le gouvernement. Non, elle l'a pas dit comme ça. Ah bon? Je ne resterai pas au gouvernement avec Valls à Matignon. On l'a pas dit comme ça. Enfin, elle l'a pensé comme ça. Ah, voilà. Oui, maintenant, il faut aller chercher la pensée. Pardon. Voilà. Elle a fait passer le message. La pensée. Non, Michel Sapin. Mais là, je suis même, évidemment persuadé que pour chacun des ministres et chacune des composantes politiques de cette majorité, pour ma part, je souhaite que la majorité de demain, quels que soient les ministres et les premiers ministres, se compose de la même manière qu'aujourd'hui. Je souhaite que les ministres écolos reste au gouvernement. Je pense que c'est la bonne majorité pour mener à bien, y compris de bons scores, absolument, y compris le pacte de responsabilité, y compris dans sa composante justice sociale, y compris dans sa composante transition écologique, transition énergétique. Parce que pour l'instant, Noël Mamère était avec moi ce matin. Franchement, la transition écologique ou énergétique, qui paraît un mot comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de concrètement derrière? Il y a des filières industrielles nouvelles. Il y a des emplois nouveaux. Est-ce que c'est contradictoire avec le pacte de responsabilité qui veut justement qu'il y ait plus d'emplois? Non, c'est un des aspects du pacte de responsabilité. Il devra être mis en œuvre. Comment pourrait-il être mis en œuvre cet aspect-là sans qu'il y ait par ailleurs des ministres verts, écolos au sein du gouvernement? Donc je souhaite que cette composition-là de la majorité, celle qui est la majorité au Parlement, continue à être un reflet, qui continue à être la caractéristique de la composition de ce gouvernement. J'ai une dernière question, parce que les Français sont très impatients. Ils l'ont dit dimanche. Oui, très impatients. Après 2 ans. Pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Non, mais d'accord. Mais enfin, là, aujourd'hui, on est aujourd'hui, Michel Sapin. Ça fait 6 ans que vous prenez du chômage supplémentaire dans la figure tous les mois. Il y a de quoi être impatient. Ça fait 2 ans après le changement, on nous a promis le changement. Mais mettez-vous à la place. Qui avait promis la rupture? Qui avait promis 5% de chômage? Vous avez promis le changement. Ça fait près de 2 ans que vous êtes au pouvoir, Michel Sapin. Nous sommes dans la responsabilité. Nous avons nos responsabilités. Je le dis tout de suite. Ça ne marche pas. Mais si on veut comprendre la colère des Français, c'est pas une colère contre tel gouvernement ou tel autre. Il n'y a pas de colère contre vous. Mais ça s'exprime évidemment contre ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là. Elle s'est exprimée lorsque c'était la droite qui était au pouvoir. Elle s'exprime aujourd'hui avec nous au gouvernement. Mais c'est une colère par rapport à la situation. C'est par rapport à leur situation. C'est une colère par rapport à une désespérance sociale. Quand vous êtes à Forbach et que vous votez comme ça Front National, c'est pas parce que vous êtes facho, c'est parce que vous êtes dans le malheur. Et
vous pensez que la seule manière d'exprimer votre malheur, ça consiste à voter Front National. C'est une erreur. À nous de le faire comprendre profondément. Donc c'est ça leur colère. Et c'est à cette colère-là qu'il faut savoir répondre. Non pas par les zigzags, non pas par des grands mots, mais par de l'action, de la cohérence, de la rapidité, de l'efficacité. Michel Sapin, notre invité ce matin, 8h56.